Il est 22 h, bonsoir, ravi de vous retrouver, vous regardez Paris Direct sur France 24 et vous faites très bien. Voici nos titres ce soir. À la une, le contrôle du futur Sénat américain entre les mains des électeurs de Géorgie. 2 sièges sont à pourvoir, le défi est immense pour les démocrates à 15 jours de l'investiture de Joe Biden. On en parle avec Stéphane Dreyfus, il est avocat et politologue, à tout de suite. À la une également, le réchauffement des relations entre le Qatar et l'Arabie Saoudite. Après 3 ans de brouille diplomatique, la frontière est rouverte entre les deux pays. Renforcement aussi à venir de la coopération anti-Téhéran. Les États-Unis, bien sûr, s'en réjouissent. Et puis, fermeture des écoles jusqu'au 31 janvier, interdiction des déplacements non essentiels. Dans les régions les plus touchées, l'Allemagne durcit ses restrictions anti-Covid. À suivre, la correspondance à Berlin d'Emmanuel Chaz. A tout de suite, Emmanuel. Le début de la future présidence Biden s'y joue aux États-Unis. Tous les yeux sont rivés ce mardi vers la Géorgie. Double élection sénatoriale cruciale, je vous le disais. Les démocrates doivent remporter les 2 sièges pour obtenir la majorité au Sénat, ce qui serait un exploit. Sur place, les bureaux de vote sont toujours ouverts. Noémie Roche. Dès l'ouverture du scrutin, de nombreux électeurs se sont pressés devant les bureaux de vote. Ces habitants de Géorgie le savent, de leur décision dépendra le sort du Sénat américain. It's pretty empowering knowing that, having a vote and having a say and having something as important as the votes, particularly here in Atlanta and in Georgia, can really shape the rest of the year and the next 4 years. It makes me super excited to vote. I just want to show that we care about what's going to happen in the next few years and that we're all individually doing our part to make the world a better place. Si les républicains l'emportent en Géorgie, ils resteront majoritaires à la Chambre haute. En revanche, si les 2 candidats démocrates remportent les 2 sièges, Joe Biden aura le contrôle des 2 chambres du Congrès. Il aura alors les coudées franches pour appliquer son programme. Les électeurs ont le choix entre les sénateurs républicains sortants Kelly Loeffler et David Perdue et les démocrates Raphaël Warnock et Jon Ossoff. Et ces derniers veulent croire à la victoire, galvanisée par celle de Joe Biden à la présidentielle le 3 novembre, une première depuis 1992. Are you ready? Ready for affordable health care? Ready to win this election? Ready to turn Georgia blue? Une perspective tout sauf réjouissante pour les républicains, qui jusqu'au bout ont agité le spectre d'un gouvernement radical et socialiste. Le scrutin s'annonce serré. Les résultats définitifs pourraient ne pas être connus avant plusieurs jours. Bonsoir Stéphane Dreyfus, merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes avocat, ancien procureur et observateur averti de la vie politique américaine. On le sait, seuls des républicains ont été élus au Sénat en Géorgie depuis 20 ans, mais l'État a voté d'une courte tête Biden lors de la présidentielle. La dynamique actuelle est favorable à quel camp selon vous? Quel est votre sentiment? Oui, bonsoir. Effectivement, ça s'annonce très serré, mais il ne faut pas sous-estimer le fait que la Géorgie, traditionnellement, est plutôt républicain, un État républicain. Or, il peut y avoir un certain nombre d'électeurs qui ont voté Biden par rejet de Trump, mais qui aujourd'hui pourraient voter pour les républicains pour empêcher justement que les démocrates s'emparent de tout le contrôle du gouvernement fédéral. Parce qu'il y en a qui ont un peu peur que le Parti démocrate vire vers sa gauche et donc s'empare de tout le gouvernement américain. Des démocrates donc qui auraient voulu donner la Maison-Blanche à Joe Biden, mais qui ne voudraient pas lui donner tous les pouvoirs, si on vous comprend bien. Oui, c'est une tendance américaine. On préfère parfois qu'il y ait un va-et-vient entre les 2 partis pour que ça ne vire pas à l'extrême. C'est juste un pressentiment que j'ai, mais c'est vraiment, ce serait un grand exploit pour les démocrates de remporter les 2 sièges, et parce qu'il faut bien qu'ils remportent les 2 sièges pour en avoir la majorité. Et pour moi, j'en doute plutôt que penser que ça va aller. Imaginons le pire scénario pour les républicains qui perdraient les 2 sièges. Est-ce qu'il y a un risque là aussi que Donald Trump conteste les résultats de cette élection? Oh, mais ça c'est sûr.
Parce que ce qu'on a vu dernièrement, et notamment dans son rallye hier soir en Géorgie, c'est, on peut le dire, c'est du Trump millésimé. Il prend la stratégie face je gagne, pile tu perds. Donc il s'attribue toute la mérite de ce qui marche, il rejette sur les autres toute la faute de ce qui échoue. En l'occurrence, s'il gagne, si les républicains l'emportent ce soir, il va dire mais c'est à cause de moi. Et si c'est les démocrates, il va contester, il va dire que c'est truqué, c'est frauduleux, et il vit de ce genre de doléances en permanence. Et donc on peut s'attendre à ce que, tout à fait, à condition que les républicains perdent, Trump va contester le résultat. Concernant justement cette éventuelle non-certification des résultats de la présidentielle par le Congrès, aucune chance qu'elle aboutisse, cette procédure ? Non, aucune chance d'aboutir. Je répète, parce qu'il ne faut pas que les gens méprennent la situation. Je dirais même que les républicains qui se sont annoncés pour un rejet de certains résultats concernant 6 États sur les 50, je suis persuadé qu'ils ne feraient pas s'ils pensaient qu'ils avaient la moindre possibilité de réussir, parce que ce serait vraiment antidémocratique. Donc, ils essaient de prendre une position cynique, même vol et lâche, on pourrait les qualifier ainsi, pour essayer d'arracher le héritage politique de Trump auprès de sa base d'électeurs assez fort. Donc, alors, justement, là, c'est du cynisme. Avec cette attitude jusqu'au boutiste de Donald Trump, le président américain ne risque-t-il de se couper de sa base la plus républicaine, au sens propre du terme, la plus républicaine ? Oui, mais c'est justement là que la question se pose. Quel est le sens propre du Parti républicain ? Parce que il est aujourd'hui déchiré. Oui, parce que Trump, il préside un parti républicain qui a viré carrément à droite, où les républicains traditionnels ne se retrouvent plus. Et donc, il est question pour eux, est-ce qu'on essaie de rattraper après Trump et de reprendre le contrôle du parti républicain, ou est-ce qu'on sera obligé de fonder un troisième parti, sachant que les troisièmes partis dans notre système n'ont pas souvent prospéré. Merci infiniment, Steven Dreyfus, pardonnez-moi d'avoir accepté ce soir l'invitation de France 24. Merci beaucoup à vous. Ils veulent désormais montrer leur unité réunie à l'occasion du sommet annuel du Conseil de coopération du Golfe. L'Arabie Saoudite et le Qatar ont affiché leur réconciliation après 3 ans de brouille diplomatique, rétablissement des relations bilatérales donc, mais aussi renforcement de l'alliance anti-iranienne, le grand rival chiite de Riyad, le tout sous la houlette de Washington qui s'en réjouit. On écoute le ministre saoudien des Affaires étrangères. بحمد الله وتوفيقه ما تم اليوم بحكمة قيادات المجلس وأيضا الأشقاء في جمهورية مصر العربية هو طي كامل لنقاط الخلاف وعودة كاملة للعلاقات الدبلوماسية وجميع ما يخدم إن شاء الله العلاقات بين الدول الأعضاء وأيضا مصر وسوف يكون لبنة قوية ومهمة إن شاء الله لمستقبل المنطقة واستقرارها. Et parmi les mesures annoncées, la réouverture de la frontière saoudienne avec le Qatar dans les deux sens. Bien sûr, retour sur les origines de leur tension, c'est en image avec Cécile Galluccio. À son arrivée sur le tarmac, même l'émir du Qatar n'en attendait pas autant. En bas des escaliers, Mohamed Ben Salman et 7 accolades qui signent le retour des relations diplomatiques entre les deux pays et aussi avec les Émirats arabes unis, le Bahreïn et l'Égypte. Et voici la photo de famille au sommet du Conseil de coopération du Golfe. Sous la houlette des États-Unis, représentés par Jared Kushner, les pays du Golfe signent un accord de solidarité et stabilité. Comprenez, une alliance contre l'Iran. Nous avons aujourd'hui un besoin urgent d'unir nos efforts pour promouvoir notre région et pour faire face aux défis qui nous entourent, en particulier les menaces posées par le programme nucléaire et de missiles balistiques du régime iranien et ses plans de sabotage et de destruction adoptés par ses alliés.
En coulisses, la genèse du déblocage entre le Qatar et l'Arabie Saoudite remonte à plusieurs mois. Mais c'est véritablement la réouverture des frontières terrestres, maritimes et aériennes entre Riyad et Doha qui officialise cette reprise des relations. C'est quelque chose de normal qui arrive entre frères, pas seulement entre États. L'État du Qatar reste notre frère malgré les problèmes et les événements qui peuvent arriver. Nous restons frères. Qualifié de fauteur de troubles, d'agent de Téhéran et même de soutien au terrorisme, le Qatar s'est retrouvé au banc des monarchies du Golfe en 2017. Accusé de soutenir le mouvement des frères musulmans et d'être trop proche de leur rival commun, l'Iran. Le boycott s'était traduit par une rupture des relations commerciales et diplomatiques, ainsi que des restrictions de voyage. Donald Trump avait au bas mot donné son feu vert, mais a finalement fait marche arrière car depuis le blocus, Doha payait chaque année plus de 100 millions de dollars à l'Iran pour emprunter son espace aérien. Une manne financière dont la Maison-Blanche veut désormais priver la République islamique. Avec l'Italie, c'est le pays le plus touché en Europe par la pandémie de Covid-19. Direction à présent le Royaume-Uni, où une souche plus transmissible du virus fait toujours flamber le nombre de nouvelles contaminations, plus de 60 000 en 24 heures. Selon le Bureau national des statistiques, plus d'1 million de personnes étaient infectées en Angleterre la semaine dernière, soit un habitant sur 50. Un habitant sur 30 à Londres, vous avez bien entendu. Boris Johnson a annoncé hier le reconfinement total de l'Angleterre. On écoute tout de suite le Premier ministre britannique qui mise désormais sur une vaccination massive. Il a pris la parole aujourd'hui. Au total, après cet après-midi, avec les vaccins de Pfizer et AstraZeneca combinés, nous avons vacciné plus d'1 100 000 personnes en Angleterre et plus d'1 300 000 personnes à travers le Royaume-Uni. Parmi eux, 650 000 ont plus de 80 ans. Cela signifie que près d'une personne sur 4 au sein du groupe le plus vulnérable aura dans 2 à 3 semaines atteint un degré d'immunité significatif. Le Royaume-Uni où les établissements scolaires sont fermés jusqu'à la mi-février. Au moins en Allemagne aussi, les écoles ne vont plus accueillir d'élèves ces prochaines semaines. Fermeture jusqu'au 31 janvier, annonce ce soir d'Angela Merkel. Nouveau tour de vis pour freiner la propagation toujours active du virus dans le pays. Pour la première fois, les déplacements non essentiels sont interdits pour les habitants des régions les plus touchées. On écoute la chancelière allemande. Nous voulons prolonger les décisions que nous avons prises en décembre jusqu'au 31 janvier. Et nous devons à nouveau renforcer les décisions dans certains domaines. Et pour en parler, on retrouve notre correspondante à Berlin, Emmanuelle Chaz. Angela Merkel serre donc la vis. Bonsoir Emmanuelle. Oui, bonsoir, tout à fait. En fait, ces mesures plus strictes, Angela Merkel, en fait, elle les avait conseillées depuis le début de la pandémie. Elles n'avaient pas été suivies lors de la première vague par les ministres présidents des régions. De fait, en raison de la situation, les chiffres sont mauvais ici en Allemagne. Eh bien, les régions ont suivi les conseils de la chancelière et non seulement on va reconduire le confinement qu'on connaît depuis décembre jusqu'à au moins fin janvier avec la fermeture de tous les commerces non essentiels, des restaurants, des salles de fitness, des lieux culturels et des écoles aussi, mais aussi en instaurant de nouvelles mesures encore plus strictes. Elles concernent dans un premier temps les déplacements. Ils seront limités à un périmètre de 15 km autour du foyer, ce qui n'était pas le cas lors de la première vague et qui est une nouveauté. Et les personnes ne pourront se rencontrer que par deux. On ne peut rencontrer qu'une seule personne en dehors de son foyer. Donc ça, ce sont les nouveautés. Les parents, comme les enfants devront rester à la maison au moins pour tout le mois de janvier, bénéficieront de 10 jours de congés supplémentaires. Et pour les familles monoparentales, ça sera 20 jours. Alors, ces nouvelles restrictions, en fait, elles avaient constitué une pomme de discorde vraiment entre les dirigeants des régions et Angela Merkel. Il semble que cette fois-ci, tout le monde se soit accordé à écouter les scientifiques qui avaient prévenu, qui avaient projeté cette deuxième vague qui frappe durement l'Allemagne. Hier encore, 12 000 nouvelles infections et 944 morts. Et pour vous donner une idée, en fait, pour le mois de décembre, l'Allemagne a enregistré autant de décès liés au Covid-19 que pour toute la période entre mars et décembre 2020. Et novembre 2020, pardon.
Rapidement, Emmanuel, l'Allemagne compte à ce jour plus de 317 000 personnes vaccinées, des chiffres qui feraient rougir la France. Sauf qu'outre-Rhin, on trouve ça trop lent. Eh bien oui, tout à fait. Il y a beaucoup de voix qui s'élèvent pour reprocher au gouvernement sa gestion du plan de vaccination. Alors, Angela Merkel l'a prise en charge. Il y aura une réunion demain entre le ministre de la Santé, celui des Finances et de l'Économie et Angela Merkel pour tenter d'accélérer tout simplement la production du vaccin. Car ce ne sont pas les infrastructures qui pêchent ici en Allemagne. Il y a plus de 400 centres de vaccination qui ont été mis en place depuis octobre, en fait, qui sont opérationnels depuis le mois de décembre. Ce qui manque, c'est le vaccin et le gouvernement s'engage à tenter d'accélérer cette production afin de pouvoir vacciner un maximum de personnes. Mais effectivement, il faut mettre ça en perspective avec les chiffres de la France. Pour la journée d'hier, l'Allemagne a vacciné 40 000 personnes et ça ne va qu'en augmentant. Donc c'est vrai qu'il faut garder cette perspective entre les deux pays. On se plaint ici, mais il y a aussi beaucoup plus de personnes en Allemagne qui souhaitent se faire vacciner. 2 tiers des Allemands sont prêts à le faire dès que le vaccin sera disponible pour eux. Emmanuel Chaz en direct de Berlin pour France 24. Merci infiniment Emmanuel pour ces toutes dernières informations.